au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2 Parté, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2 Parté, c'est l'émission de sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et aux Savoyardes. Écoutez, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle émission et comme d'habitude, je serai accompagné de ma co-animatrice Laurine. Comment ça va aujourd'hui ? Mais ça va très bien et toi ? Bah très bien, écoute, bon, le temps il est pas avec nous malheureusement aujourd'hui, c'est pas la joie, hier il faisait meilleur. Non, mais ça va bien se passer. Puis surtout, on a un super programme qui nous attend. Et surtout, Justine qui est parmi nous. Comment tu vas ? Ça va, encore un beau programme qui nous attend ce soir. Donc, très contente d'être là. Bah oui, et puis de belles chroniques surtout qui vont venir à la fin de l'émission. Au programme justement, eh bien on va évoquer tout d'abord une grosse page aviron avec une belle actualité en compétition internationale pour un club aixois. On poursuivra l'émission avec une intervention 100% rugby. On aura la chance d'échanger avec une des jeunes promesses du soc rugby. Et pour finir, comme d'habitude, on écoutera les chroniques de Justine et de Driss qui vont nous partager les dernières actualités et résultats de nos clubs savoyards, ainsi que les rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, le décor il est planté. Comme je viens de le dire, on va commencer avec un mastodonte du sport aixois. Oui, on va parler d'aviron et pour cela, on accueille les membres de l'entente nautique d'Aix-les-Bains avec tout d'abord le président du club. Bonsoir Stéphane Bichet. Bonsoir, merci de nous accueillir effectivement ce soir pour parler de notre sport. Bah oui, c'est ça, on va vraiment pouvoir évoquer tous les aspects en tout cas de l'aviron, vos résultats en compétition, un peu la vie du club, donc on va pouvoir faire le tour un petit peu de tout ça. Puis vous n'êtes pas venu seul, on accueille également Fleur, rameuse en compétition pour le club. Bonsoir Fleur, comment tu vas ? Bonsoir, enchantée. Enchanté, merci à toi aussi d'être parmi nous. Et puis on a également ton coéquipier Baptiste qui t'accompagne ce soir. Bonsoir Baptiste, comment tu vas ? Bonsoir à tous, très bien et vous ? Bah ça va super, écoute, content de vous avoir tous les trois avec nous pour parler d'aviron, ça n'avait encore jamais été fait sur 9-2 Parté et sur notre émission, donc je suis super content et puis on va commencer par un petit point historique, je m'adresse à vous, monsieur le président, sur l'entente nautique Aix-les-Bains, d'où est-ce que vient le club, comment est-ce que tout ça a un petit peu commencé Donc le club effectivement a été créé en 1882, donc c'est que ça fait quelques années. Il y a eu également, à une certaine époque, il y a eu deux structures. Il y avait le club nautique et le rowing club. Et c'est en 1953 que les deux structures se sont réunies pour créer l'entente nautique d'Aix-les-Bains. D'accord. Sur le site, effectivement, où on est actuellement. Le club nautique était à la base avec la voile, sur l'emplacement, effectivement, du club de voile actuel. Et le rowing club était sur notre site actuel. Donc, il y a eu une séparation de la voile et de l'aviron dans les années 1950. Et d'où la réunification des deux structures. D'accord. Est-ce que vous savez un petit peu pourquoi à ce moment-là il y a eu cette scission plutôt ? Scission, mais il y avait un club plutôt à l'époque, on va dire plutôt prolétaire avec le rowing club et un club plutôt bourgeois avec le club nautique. Ok, d'accord. Et après il y a eu une réunification des deux structures parce que c'était plus simple par rapport à une seule entité par rapport à la ville d'Aix-les-Bains. D'où les deux couleurs, effectivement, parce qu'on a le vert et le rouge sur nos combinaisons, sur nos couleurs de club. Et effectivement, ça revient, il y avait le rouge pour le club nautique et le vert pour le rowing club. D'accord, ok. Moi, j'aimerais aussi évoquer un petit peu le cadre dans lequel vous évoluez. On a quand même la chance ici en Savoie d'avoir ce magnifique lac du Bourget. Comment est-ce que vous le vivez, vous, au quotidien, d'avoir cet espace incroyable pour pratiquer l'aviron ? Et c'est vrai que c'est un super outil de pratique. C'est vrai que c'est un terrain de jeu, comme pour reprendre l'expression de Michel Frugier. Superbe, cette lac, effectivement, ça nous permet de pratiquer toute l'année, effectivement, ce sport nautique. Même si effectivement, on a de temps en temps les aléas du temps avec le vent qui peut arriver à certaines périodes. Mais dans l'ensemble, effectivement, on arrive à ramer vraiment quasiment quotidiennement, effectivement, sur ce beau lac du Bourget. Tant en compétition qu'en pratique loisir, parce qu'on a pas mal aussi de personnes qui viennent pratiquer l'aviron loisir chez nous. Donc c'est important effectivement d'avoir, on va dire, plusieurs pratiques possibles également chez nous. Mais je m'adresse à toi, Fleur, c'est quoi un petit peu ta relation avec le lac du Bourget ? On sait que du coup tu t'entraînes énormément dessus. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce lieu pour t'entraîner en tout cas ? Il représente déjà le commencement de ma carrière, dans l'aviron. J'ai fait mes débuts sur ce lac et
Et c'est vrai que on a toujours autant de plaisir à ramer dessus parce qu'on a toujours des horizons, enfin des paysages différents. Ouais, bien sûr. Et ouais, vraiment, enfin c'est vraiment un plaisir tous les jours d'être dessus, quoi. Ouais, j'imagine. Et puis, vous devez vous faire plaisir. Bon, on avait eu aussi la chance d'accueillir la voile dans l'émission, mais à chaque fois, c'est les mêmes échos qui reviennent. C'est quand même un lieu assez unique et vous en profitez, j'imagine, énormément pour pratiquer l'aviron. Maintenant, je m'adresse à toi, Baptiste, pour qu'on comprenne un petit peu comment marche votre discipline. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est l'aviron ? Oui, alors donc l'aviron, on est donc sur un bateau assez fin. Contrairement aux idées reçues, en fait, on utilise tous les muscles du corps, pas uniquement les bras. On va utiliser les jambes grâce à un système de siège et de rail qui va nous permettre du coup d'utiliser la force de nos jambes pour nous déplacer, ainsi que le dos, les bras. Donc c'est un sport qui est vraiment complet, voire le sport le plus complet du monde. Et on rame en fait donc dans des bateaux soit tout seul, soit à plusieurs. Donc ça va être des bateaux de 1, 2, 4, voire 8 rameurs. Et dans certains bateaux, on va même devoir rajouter un barreur, donc une personne qui va diriger l'embarcation et qui ne va pas ramer. Et ensuite, ces embarcations, elles se déclinent en coupe ou en pointe. Donc en couple, c'est quand chaque rameur va avoir 2 rames, et en pointe, c'est quand chaque rameur a une seule rame. Donc voilà, c'est pour décrire un peu grossièrement notre sport. Et donc c'est un sport qui les compétitions se déroulent sur la distance olympique, ça va être 2000 mètres, et peuvent se dérouler aussi en sprint sur 500 mètres ou en tête de rivière sur 6000 mètres. D'accord. Et toi, tu es dans quelle catégorie exactement ? Alors moi, je suis en catégorie poids léger. Donc c'est encore quelque chose. C'est-à-dire que moi, je suis en couple, rameur de couple, donc avec 2 rames. Et la petite spécificité, c'est que je suis dans une catégorie de poids, c'est-à-dire que 2 heures avant chaque jour de compétition, 2 heures avant la course, je dois me peser avec un poids de 72,5 kg max et 70 kg de moyenne quand on est en équipage. Ah oui, d'accord. C'est vachement exigeant à ce niveau-là. J'imagine que là, il n'y a pas trop de place à l'erreur. Non, exactement. Donc après, c'est avec le temps, ça. Au début, c'est toujours un peu stressant. Ça est toujours avec le temps, mais on commence à avoir un peu l'habitude. Et ça demande un petit effort en plus par rapport aux autres pratiquants, parce que faut vraiment qu'on fasse très attention à ce poids-là, parce que ne pas se présenter au poids, ça revient à être disqualifié. Voilà. Ok, d'accord. Et toi, Fleur, justement, tu évolues dans quelle catégorie ? Moi, j'ai commencé avec le 200 barreur. Donc, comme il disait, là, je fais juste une rame par personne. D'accord. Et c'est un bateau de 2, donc chacun à son côté. Et c'est vraiment ce bateau auquel j'arrive le plus à performer dedans. Donc, je continue dans ce bateau le plus possible, quoi. D'accord, ok. Je me retourne vers vous, Stéphane. On va parler un petit peu du club et de comment il évolue aujourd'hui. Combien est-ce que vous avez d'adhérents ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en chiffres, un petit peu, l'entente nautique ? Alors, sur l'ensemble de la saison, on a environ 1000 personnes qui gravitent autour du club sur la saison complète. On a 350 adhérents à l'année, donc qui sont répartis en compétition, en loisirs également. Donc c'est vrai que c'est déjà une structure importante. On a la chance également d'avoir 3 salariés, donc pour gérer toute cette partie sur l'eau et à terre. Donc effectivement, c'est devenu une petite entreprise maintenant. On a aussi également pas mal de scolaires qui passent avec les écoles effectivement d'Aix-les-Bains grâce aux étapes. C'est vrai que la ville est bien impliquée sur la pratique de l'aviron et effectivement sur la pratique nautique en général avec la voile, l'aviron chez l'ensemble des CM2 chez les primaires. Donc, ce qui permet effectivement de faire découvrir notre sport à pratiquement l'ensemble des élèves aixois. Ok, c'est super. Et en termes d'attractivité, vous le jugez comment justement dans le département pour ce qui est en tout cas de faire découvrir et puis après de donner envie à plus de jeunes de faire de l'aviron? C'est vrai que c'est pas un sport naturel, on va dire. L'aviron, c'est vrai que les parents vont plutôt mettre leurs enfants au foot, au hand ou au basket. L'aviron, c'est un sport, effectivement, pour y prendre goût, il faut venir pratiquer. Donc, je vous invite, effectivement, de tout âge, de 9 à 79 ans, même un peu plus âgés. On a des personnes encore un peu plus âgées qui pratiquent. Mais c'est vrai que c'est un sport qu'il faut venir pratiquer pour se rendre compte que, effectivement, c'est pas si difficile que ça. Et puis on se prend vite au jeu, il y a une sensation de glisse qu'on n'imagine pas forcément quand on voit les bateaux au bord de l'eau, mais c'est vrai que c'est cette sensation de glisse qui est intéressante
Et puis c'est vrai qu'on a des paysages magnifiques. Quand on va se promener sur le lac, ça permet effectivement, on a une sérénité. Quand on va du côté l'autre côté du côté sauvage de la montagne, enfin du lac. Donc c'est vraiment, je vous invite vraiment à venir pratiquer pour voir effectivement essayer ces sensations, quoi. Là, je me tourne un petit peu vers les pratiquants en eux-mêmes. Cette sensation de glisse, comment tu nous la décrirais un petit peu, Fleur, ou en tout cas, comment est-ce que tu prends autant de plaisir, toi, en faisant de l'aviron? Alors moi, c'est un peu différent, je pense, que tout le monde, mais je prends vraiment le plaisir dans le résultat que je fais à la fin. D'accord. Donc, je fais en sorte d'avancer plus vite sur l'eau et d'avoir justement cette sensation de glisse que mon président parle. Mais ouais, le plaisir pour moi est vraiment le résultat à la fin. Donc, je mets tout en œuvre pour avoir un bon résultat, quoi. Ok, d'accord. Et en termes de formation, justement, ça représente quoi? Vous avez un peu une école, je veux dire, pour les jeunes, vous avez des classes de jeunes qui évoluent chez vous, des catégories de jeunes, justement? Oui, on a des catégories. Donc, les catégories commencent à 10 ans. Donc, on a les J10 jusqu'à J12. Et après, on a ce qu'on appelait avant les Benjamins. On a les J12 à J14. Et après, anciennement minime, et les J14 à J16 pour les J15 à J16 pour les cadets. Donc effectivement, il y a plusieurs catégories d'âge. À chaque fois, c'est par 2 ans de catégorie d'âge. Okay. On a la chance aussi d'avoir des partenariats avec le collège Lamartine et le collège Jean-Jacques Perret, qui ont des classes à horaires aménagés, ce qui permet aussi aux jeunes de pouvoir pratiquer leur sport avec des horaires qui facilitent effectivement l'entraînement en journée. Donc c'est vrai que c'est vraiment des partenariats importants. Et on a aussi toute une école d'aviron grâce à nos salariés et à l'ensemble de nos bénévoles, notamment le mercredi après-midi, le samedi après-midi et dimanche matin, ce qui permet effectivement à un assez grand nombre de jeunes de venir pratiquer. D'accord, ok. Au niveau du club, moi, je voulais simplement terminer en parlant un petit peu des projets. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui va arriver pour l'entente nautique et qu'est-ce que vous prévoyez un petit peu plus long terme. Qu'est-ce que vous aimeriez développer au sein du club? Déjà, on veut continuer effectivement à développer ce qu'on a mis en place depuis quelques années, avec effectivement, on a la chance d'avoir des sportifs de très niveau qui nous représentent sur les battles internationaux, notamment Fleur, Baptiste et Johan qui est pas présent ce soir, mais c'est vrai qu'on va dire qu'on a la génération 2028 qui est présente. C'est vrai que c'est un peu tôt pour 2024, mais pour Los Angeles, on compte bien voir Fleur et Johan parmi les participants. Et on espère que ça va entraîner également la vocation pour de nombreux jeunes Aixois de venir nous rejoindre. Les projets, c'est également la rénovation de notre structure. C'est un club qui a été bâti dans les années 1953 à la date de l'unification des deux clubs. Donc il y a un projet de rénovation avec la mairie. On espère aboutir dans les quelques mois qui arrivent et lancer un projet effectivement de rénovation globale, ce qui nous permettrait d'étoffer notre offre. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont quand même vieillissants, peu adaptés à la pratique de l'aviron à haut niveau. Donc, ce qui nous permettrait effectivement de faciliter, la performance chez nos jeunes et d'être plus attractifs, notamment pour la partie des offres, loisirs, universitaires, scolaires. C'est vraiment un projet qui est important pour continuer effectivement à nous développer sur le bassin aixois et qui est même indispensable. Ok, d'accord. C'est un beau projet, effectivement. Si le club, dans les années 50, il a été construit, ça fait un petit moment maintenant, et c'est plutôt bien qu'il y ait toujours cette envie de se développer puis de rajeunir les infrastructures. En tout cas, c'est super intéressant. Et puis avant d'évoquer ces fameux championnats d'Europe qui se sont déroulés la semaine dernière et auxquels vous avez pu participer, je voulais évoquer un petit peu la compétition. En dehors de ça, qu'est-ce qui se passe niveau compétition dans l'entente nautique? Combien vous avez d'équipes engagées, ou en tout cas de personnes? Alors d'équipes engagées, ça dépend effectivement des compétitions. On a notre régate qui va avoir lieu ce week-end effectivement sur la plage, le long de la plage du Rowing. Donc la régate alpine qui va regrouper une douzaine de clubs de la région Rhône-Alpes. Je pense qu'on aura environ une trentaine d'équipages aixois qui vont participer du Benjamin, on va dire au loisir sur cette régate. Mais les équipages, ça dépend vraiment effectivement des régates et du niveau des régates. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'équipages sur cette régate-là parce que c'est des régates régionales. Et après, effectivement, l'objectif, c'est de qualifier le plus grand nombre de jeunes sur les championnats de France qui se dérouleront
Une partie se déroulera début juin pour les juniors et pour les seniors moins de 23. Et après, début juillet, pour la partie des minimes et des cadets également. Ok, d'accord. Super. On va parler un petit peu quand même de ces championnats d'Europe. Moi, je voulais savoir tout d'abord comment est-ce que vous vous étiez qualifié. Je vais donner la parole à Baptiste. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Alors la qualification pour les Europes, en fait, ça, c'est un processus qui se déroule sur toute la saison qu'on appelle le chemin de sélection. Ce chemin de sélection, il commence par la tête de rivière de novembre. Ensuite, on a des tests ergomètres, donc des tests sur rameur en salle, de manière à voir quel temps et le nombre de watts qu'on peut développer sur 2000 mètres. Et ensuite, après, là, on a fait les bateaux courts il y a maintenant quelques semaines, ça doit faire 4 semaines. Et les championnats de France bateau court, là, c'est le point culminant de ce chemin de sélection. Et en fait, on appelle ça les championnats de France bateau court parce qu'on court soit en skiff pour les coupleux, soit en 200. Donc le 200, c'est 2 rameurs avec chacun une rame, parce que évidemment les rameurs de pointe ne peuvent pas ramer tout seuls vu qu'ils ont une seule rame. Et donc voilà, c'est là qu'on a pu se qualifier et que les sélections sont tombées rapidement après. D'accord. C'est vrai que moi j'avais une petite question. On parle depuis tout à l'heure donc de compétition, tout ça. Moi je me demandais une journée typique d'entraînement quand on est rameur, rameuse, ça donne quoi en fait? Comment on cumule sa vie personnelle d'un côté, sa vie d'entraînement, comment se passe un entraînement? Moi j'ai envie de savoir un peu tout ça. Effectivement, c'est une journée. Alors nous, du coup, moi je m'entraîne sur le pôle France d'Aviron de Lyon. J'ai plus la chance de m'entraîner à Aix-les-Bains aussi souvent que je le voudrais, mais du coup, une journée, elle commence aux alentours de 8h avec une première séance qui va être normalement assez longue. On va partir sur séance type, ça va être 20 km. Ensuite, on va faire une petite pause, recharger un peu les batteries en faisant un petit goûter, et on va partir sur une deuxième séance qui là va plus être de la préparation physique, ce qu'on appelle du renforcement ou de la stabilité. Donc on va venir faire du gainage, faire en sorte de bien stabiliser le corps pour faire un peu de prévention des blessures. Ou alors on va faire une deuxième séance qui va être sur l'ergomètre, où on va venir donc travailler du foncier, mais un peu plus en laissant la partie technique de côté par rapport à quand on est sur le bateau. Et après ça, donc petite sieste normalement, et on repart sur les coups de 16h, 17h sur une troisième séance qui là va être une séance de musculation. On va vraiment chercher à développer la force, l'explosivité et ce genre de choses. Et puis voilà, la journée est déjà bien remplie. On essaie de temps en temps d'intercaler des cours entre les séances ou le soir. C'est vrai que moi je suis par exemple à l'EM Grenoble où je fais un cursus en e-learning pour pouvoir justement être très flexible pour le suivi des cours. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, en fait, l'aviron, ça se professionnalise de plus en plus. En France, on n'est pas encore professionnel, mais on se doit d'adopter des comportements un peu professionnels en s'entraînant 3 fois par jour, parfois même 4 quand on est en stage. Voilà. D'accord. Et toi, Fleur, comment est-ce que tu fonctionnes un petit peu à l'entraînement? Alors moi, j'ai pas le même niveau que Baptiste. Donc lui, il est en groupe olympique. Moi, je suis en groupe encore U23, donc avec le programme de base qu'on connaît depuis quelques années en France. En fait, ce programme, il a généralement soit 1, soit 2 entraînements par jour, mais on dépasse pas les 2. Okay. Et en fait, pareil, on a toujours des études à côté qui nous permettent justement de lier sport plus études. Et en fait, donc moi, je suis en BPGEPS, donc ça a été aménagé sur 2 ans et demi au lieu de 15 mois. Donc je l'ai réussi il y a 3 semaines, et maintenant place à toute la partie compétition. Et ouais, pareil, dans une journée on s'entraîne à peu près 2 fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et justement on a une grosse séance le matin, et généralement ensuite on fait la deuxième séance l'après-midi qui est aussi très longue parce que l'aviron faut s'entraîner très longtemps. D'accord. Et ouais, c'est plus généralement lactique, donc où le cœur monte un peu plus. Ok. Et justement, vous avez intégré l'équipe de France pour participer à ces championnats d'Europe. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait d'intégrer comme ça l'élite de son pays pour participer à une aussi grosse compétition. Vas-y, Fleur. Pour ma part, en tout cas, c'est une première dans l'équipe élite. Donc, c'était vraiment une phase de découverte. J'ai trouvé ça incroyable. C'était une expérience vraiment à vivre. Et ouais, en fait, ma coéquipière, elle est aussi assez jeune. Elle vient de monter donc elle a 19 ans. Elle vient de monter de junior à senior. Okay. Donc toute nouvelle dans la catégorie et tout ça. Et en fait, on a commencé à être ensemble mi-janvier.
Et depuis, on essaye d'être au maximum de notre niveau et d'essayer justement de faire les plus grandes compétitions qu'on puisse avoir dans l'aviron. Et donc vraiment d'avoir intégré cette compétition, ça a été vraiment juste pour nous que du plus, quoi. Voilà. Ok. Et toi, Baptiste, c'était une première ou pas pour toi l'équipe de France ? Non, moi c'était pas une première en fait. Là, ça fait du coup maintenant, je crois 3 ans que je suis dans ce qu'on appelle le projet OLI, donc projet pour la préparation des Jeux de Paris 2024. D'accord. Donc voilà, j'ai la chance de travailler avec ce groupe-là qui est il y a donc j'ai la chance de m'entraîner au quotidien avec des champions olympiques, ce genre de choses. Donc c'est très enrichissant et du coup c'était pas une première pour moi. Et c'était, je crois, la deuxième fois que je participais à un championnat d'Europe. Et c'était la première fois que je le faisais en ski par contre, donc c'était assez intéressant. D'accord. Après voilà, je commence à avoir fait quelques compétitions internationales en ski, donc c'était pas nouveau, mais bon, c'était sur un nouveau bassin. Enfin, il y a toujours des choses qui changent, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Puis je veux dire, c'est pas répétitif quoi en tout cas. Ok. Et ben voilà, maintenant j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que vous vous êtes préparé. Je sais que vous avez fait du coup un stage avant de partir pour la Hongrie avec l'équipe de France. Pour toi, Fleur, comment est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement pendant ce stage ? C'était un peu comme tes entraînements normaux ou non ? Alors oui, justement, donc en fait avec ma coéquipière, on a intégré ce groupe qui est le groupe olympique, on l'appelle comme ça. Et on s'est mis à faire justement 3 entraînements avec les petits déjeuners entre chaque entraînement, tout ça. Donc c'était un nouveau rythme. Okay. Et donc on a vraiment découvert le groupe, les personnes qui étaient dans le groupe olympique. On a découvert le programme, on a tout découvert. Et ouais, donc du coup pour nous c'était différent de ce qu'on fait en général, quoi. Ouais, ça t'a fait bizarre au début ? Un petit peu, mais j'ai trouvé ça hyper impressionnant et en même temps j'ai trouvé ça super bien parce que c'était aménagé, on faisait au jour le jour avec mon coach. D'accord. Pour justement pas nous blesser ou avoir des risques de pas être en forme à la compétition, quoi. Parce que là, depuis tout à l'heure, notamment, vous parlez du fait qu'il y a besoin d'avoir ces pauses déjeuner, ces pauses goûter. Il y a vraiment besoin de reprendre un apport en énergie, en remangeant entre chaque séance. C'est si demandeur que ça en énergie, l'aviron ? Ouais, parce que vu que c'est des entraînements qui sont assez longs, d'accord. En fait, ça demande justement, on brûle des calories on brûle vraiment beaucoup à chaque entraînement. Et donc c'est pour ça, en fait, ça permet d'avoir une petite pause et que notre corps reprenne de la force pour le deuxième entraînement. D'accord, ok. Et ben voilà, ces fameux championnats d'Europe, justement, ils ont eu lieu le 23 et le 29 avril dernier en Hongrie. Vous en revenez seulement, et donc c'est tout frais un petit peu dans vos têtes à tous. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour le déplacement ? Je m'adresse pas à Baptiste pour commencer. Alors ce qui est bien, c'est qu'en aviron, en fait, quand on est en équipe de France, pour les compétitions, c'est la fédération qui gère. D'accord. Donc tout ce qui est déplacement, tout ce qui est stage. Donc en fait, ça c'est vraiment une chance parce que c'est pas le cas de toutes les fédérations. Mais donc voilà, le voyage était organisé par la fédération. On avait juste à suivre le guide entre guillemets. Puis ce qui était un peu contraignant, c'est que la Hongrie, en fait, c'est pas si loin quand on regarde sur une carte. Mais pour y aller, nous on a dû quand même faire un sacré voyage. On était parti à 8-9 heures. Et on est arrivé le soir à 18h, donc c'était quand même un voyage assez intense. Il faut le prendre en compte un peu dans la préparation, se préparer un peu à une journée fatigante, même si on s'entraîne pas, quoi. Ok, il y a un petit décalage horaire en Hongrie ou pas ? Je sais plus. Non. Et j'y pense parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que vu que moi je suis poids léger, en plus j'ai la contrainte de les jours off comme ça où on ne s'entraîne pas. En fait, moi faut que je fasse attention à pas prendre de poids, donc parce qu'en fait on fait rapidement de la rétention d'eau, ce genre de choses. Donc par exemple, le matin, du coup, je suis allé avant de partir, je suis allé faire un footing, ce que les autres n'ont pas forcément fait. Donc voilà, c'est des petites particularités où il faut faire attention à ce genre de choses parce qu'en fait, on peut rapidement arriver sur la compétition, se lever le lendemain matin et avoir pris 1 kilo de trop. Ah ouais, pour pas avoir de mauvaises surprises, en tout cas, il fallait que tu t'imposes cette discipline. Ouais, tout à fait. Après, comme je dis, c'est pas la première fois que je fais ce genre de compétition, donc ce qui est cool, c'est que maintenant j'ai un peu l'habitude. Et puis parfois, quand vous faites les premières compétitions et que vous avez un jour de voyage, vous pesez le lendemain matin, vous voyez que vous avez pris 1 kilo, vous n'êtes pas paniqué complet. Aujourd'hui, on sait que si on fait attention à l'hydratation, ce genre de choses, on peut jouer sur différents leviers pour vite corriger ça et on panique moins, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours c'est une contrainte qu'on a, quoi. Ok, d'accord.
Fleur, moi j'aimerais maintenant savoir comment est-ce que ça s'est passé pour toi. Raconte-nous un petit peu comment c'était la Hongrie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, l'ambiance, le lieu, un petit peu comment c'était, voilà. Alors j'ai été agréablement surprise justement par le lieu. La Hongrie, je la connaissais pas du tout. Je m'attendais un peu à parce qu'on a déjà fait des championnats en Bulgarie justement, et la Bulgarie c'est un pays qui est très pauvre. Ça fait un petit peu peur quand on est là-bas. D'accord. Donc je m'attendais un peu à ça, et en fait j'ai été agréablement surprise justement. La Hongrie en fait c'est vert, c'est nature. Enfin il y a beaucoup de monuments, de musées, tout ça. Et déjà je trouve que c'était vachement cool là-dessus. Ensuite, on a été dans un bon hôtel. Donc ça, c'est cool aussi avec la fédération, elle nous a mis dans un bon hôtel. Donc on a eu de quoi manger qui n'était pas trop différent justement de la France. Ok. Donc par contre, tout est assez frit là-bas. Donc c'est des légumes frits, les frites, les patates frites, tout ça. Ok. Donc fallait prendre ses habitudes, mais en fait ça allait assez vite. Et autrement, l'ambiance était très très bonne. Vu que nous on n'y allait pas dans un objectif de performer, en fait, d'être sur la première marche du podium. En fait, on a découvert un autre fonctionnement une autre vision de la compétition. D'accord. Donc en fait, on a pu vraiment profiter pleinement du championnat. Donc ça, c'était trop bien. Parce que généralement, quand on y va pour un objectif de performance, on se fait ramasser, on est vraiment dans notre course tout le temps, on est toujours sous pression, très stressé. Et finalement, on profite pas autant que quand on a profité là il y a une semaine. Donc c'était sympa aussi de voir cette ambiance différente d'habitude, quoi. Ok. Puis même en élite, il y a toutes les grandes stars de l'aviron, on va dire. Donc généralement, on les voit sur les réseaux sociaux, et là, on se retrouve en phase 2 et on se dit waouh, c'est trop stylé. Ah ouais, tu les rencontres pour la première fois, ça doit faire tout drôle. La concurrence, elle est vraiment de grande qualité. Ouais, franchement, il y a un grand niveau à côté. Ok. Baptiste, justement, vous, ce groupe France, vous étiez accompagné par qui, en fait, les rameurs? Il y avait un petit peu des médecins, des physios, des kinés, je sais pas. Ouais, tout à fait. En fait, l'équipe, on a toujours, quand on part en stage, on a un médecin et 1 à 2 kinés. Nous, le groupe Oli, on fonctionne toujours avec 2 kinés presque. Okay. Ça permet, en fait, c'est super important parce qu'on a toujours des petits pépins, on a souvent des petits problèmes de dos. Je sais que moi, par exemple, faut que je fasse attention à gérer ces petits soucis qui peuvent très rapidement se transformer en blessure, et puis faire en sorte qu'on reste toujours souple, toujours en pleine possession de nos moyens. Donc on a un staff médical qui nous aide. On a également un team manager, donc personne qui va être chargée de tout ce qui est gestion de la logistique, gestion des trajets, des choses qui peuvent pas être un peu anodines, mais qui pourraient nous décharger complètement de ça, et nos coachs aussi, pour pouvoir se concentrer vraiment sur la perf. Et pour en revenir un peu à ce que disait Fleur, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre qu'on parle des hôtels, de la nourriture, ces choses-là, mais en fait, vu que c'est vraiment très lié à la performance chez nous, c'est hyper important d'être dans un hôtel où on va bien dormir. On est déjà allé dans des hôtels où, en fait, dans certains pays, les standards sont pas les mêmes, quoi. Et les lits vont vraiment pas être bons, donc on va pas bien dormir. La nourriture est pas forcément bien. Donc, quand vous avez une course 2-3 heures après, en fait, il faut avoir quelque chose qui se digère rapidement. Et ouais, quand vous avez que des trucs très gras, parfois c'est compliqué. Mais là, pour le coup, en tout cas, on a globalement de la chance. C'était pas mal, et ça nous a permis, je pense, d'être à notre niveau de performance auquel on voulait être. Écoute, c'est super intéressant, en fait, tout ce que vous racontez là, c'est des petits insights comme ça de la compétition, et puis on s'imaginait pas forcément, enfin moi en tout cas, je m'imagine pas forcément ça quand on parle d'aviron, ou toute cette discipline et ces rituels que vous avez autour de vos entraînements et puis de la compétition. Donc non, super intéressant. Et toi, au niveau de l'ambiance générale que vous avez trouvée sur ces championnats d'Europe, tu l'as ressenti un peu comment tu t'es senti sur place? Globalement bien. Enfin, là, ce qui est cool en plus, c'est que on est sur des championnats d'Europe, et en fait on se retrouve avec nos coéquipiers de club, donc Fleur et Johan. Donc ça, c'est déjà une chance, en fait, parce que il y a pas beaucoup de personnes qui ont il y a pas beaucoup de clubs qui arrivent à mettre plusieurs athlètes. Et ce qui est cool, c'est quoi, on se connaît bien. Avec moi, Johan, c'est un des meilleurs potes. Fleur, on se connaît très bien aussi, donc c'est un confort d'avoir des gens comme ça qu'on connaît, avec qui on peut discuter. Puis du coup, l'équipe maintenant, c'est un peu une grande famille aussi, où vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on passe je crois plus de la moitié de l'année en stage ensemble. Donc pareil, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien, et donc ça permet aussi d'aborder la compétition
plus sereinement. Et puis sur le bassin, je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Le bassin, bon, il était venteux et pas très très régulier, mais il se dégageait quelque chose que j'aimais bien. Je trouvais que j'aimais bien comment c'était. Il y avait pas mal de verdure, comme disait Fleur, et c'est vrai que ça peut paraître anodin aussi, mais ça fait du bien d'avoir de la verdure sur les côtés des bassins. Non, franchement, bonne ambiance. Et puis les infrastructures étaient vraiment bien. Je sentais que c'était un bassin qui était habitué à accueillir des compétitions, et du coup l'organisation était top. Non, rien à dire. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Ok. Je vais parler maintenant un petit peu de performance. Comment est-ce que, quels ont été vos résultats sur place? Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé sur l'eau? On commence avec toi, Baptiste. Dis-nous un petit peu. Du coup, moi, le résultat final, je fais 3e. Donc plutôt très content. Hein. Médaille de bronze sur un championnat d'Europe en skiff, c'est quand même quelque chose dont il faut se féliciter. Après, la petite déception, c'est que j'étais 2e jusqu'aux 1900 mètres peut-être, et donc je me fais déborder par mon concurrent belge à la toute fin. Mais bon, je finis vraiment dans un sale état à la fin de la course. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Les conditions étaient assez dures, et puis j'ai eu quelques petits pépins pendant le week-end où j'ai eu un peu de mal à trouver le geste que je voulais, à vraiment poser mon geste et à trouver les bons repères que je voulais. Donc voilà, j'ai pas forcément de regrets, mais on a de la marge de progression. Je pense que je peux faire mieux. Ok, d'accord. Et toi, Fleur, comment est-ce que ça s'est passé sur le bateau? En fait, on a vraiment découvert, donc comme je vous disais, vraiment découvert le niveau et le championnat d'Europe avec ma coéquipière. D'accord. Donc on termine 9e. Mais pour nous, c'était vraiment le but de mettre le plus de bateaux possible derrière nous et en fait d'essayer de se trouver et d'apprendre des choses toutes les deux ensemble pour justement avoir pour être mieux pour après la suite de la saison, quoi. Ok, mais c'est 9e sur combien? Il y avait combien de bateaux engagés pour le coup? On était 10. Ah, ok. Non, mais c'était pour mettre un petit peu de contexte. Mais en soi, si c'était une découverte pour vous, ça doit surtout être beaucoup d'expérience emmagasinée. Et puis, la sensation du très haut niveau, en tout cas, de l'avoir découverte, c'est déjà ça, le point super positif de ce voyage. Ah non, mais c'est clair. Donc en fait, notre 9e place, finalement, c'est vrai que c'est pas comme Baptiste par exemple qui a vraiment performé tout ça. Nous c'était vraiment la découverte, quoi. Donc en fait on revient super fiers même d'avoir fait battu un seul bateau, quoi. C'est ça exactement. En tout cas bravo à vous deux, hein. Les résultats sont là et franchement c'est que du beau et du positif pour l'avenir. Toi Baptiste qui va attaquer les JO de Paris 2024, on te souhaite plein de bonnes choses et Fleur pour cet objectif plus lointain de 2028 et Los Angeles. Un petit dernier truc que j'aimerais savoir. Ouais, vas-y. Je me permets juste de préciser pour revenir sur ce que disait Fleur. En fait, les courses internationales et nationales, c'est vraiment des mondes assez différents. Ouais. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait, les courses au niveau national, tu pars, tu prends ton train, tu te poses, tu travailles, et ensuite tu réaccélères à la fin. En fait, les courses internationales, c'est tu pars et tu tiens, quoi, jusqu'au bout, parce que c'est vraiment à fond. Enfin, c'est même si on pense se donner à fond sur les courses nationales, en fait, le niveau international nous oblige à reprendre un cran encore et à vraiment élever notre niveau. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément simple à faire parce que ça demande vraiment de trouver des solutions, des ressources différentes. Et donc c'est pour ça que déjà rien que arriver à découvrir ça, je pense que ça devait être déjà super pour Fleur. Et puis c'est que ça va aller que en s'améliorant, quoi. D'accord. Les premières fois sont un peu dures pour ça parce que quand on arrive et qu'on voit le niveau, il y a quand même un bon gap, quoi. Ouais, et puis surtout, en plus, les personnes qu'on affronte, elles ont des fois 10 ou 15 ans de plus que nous, quoi. Ok, je vois. Donc, exactement. Ouais. Elles ont une expérience de ouf. Elles ont des années et des années d'entraînement dans les jambes en plus. Donc, tu vois, c'est quand même assez spécial quand on est jeune comme ça de courir contre ces gens-là, quoi. Ok. Pour finir, moi j'aurais une question que je vous posais à vous deux. C'est quoi vos objectifs ou votre objectif principal à l'issue de ces championnats d'Europe? Vas-y Fleur, dis-nous. Un objectif que tu te serais fixé à l'issue de ces championnats pour la suite de ton entraînement quotidien en aviron en tout cas. J'étais pas trop fixé d'objectif pour les championnats d'Europe, mais par contre je me fixe un objectif pour les championnats du monde qui se déroulent fin août au Canada. D'accord. Donc là ça sera en ma catégorie, donc U23, moins de 23 ans, tout ça. Et à ce moment-là, je me fixe vraiment l'objectif de retourner avec ma coéquipière dans notre bateau et en fait d'être sur la boîte, quoi. Ok. Voilà. Bon, ça c'est un super objectif.
clair. Et toi, Baptiste, qu'est-ce que tu ambitionnes? Là, j'imagine que c'est les JO là pour tout de suite. Moi en fait du coup les sélections pour le bateau qui va tenter la qualification ont déjà été faites et donc je ne suis pas sélectionné, je suis remplaçant du double. Okay. Ce qui est donc, voilà, c'est comme ça que c'est fait. Du coup là la suite pour moi ça va être déjà le double va tenter la qualification d'ici quelques jours à la régate de qualification de Lucerne. Donc mon rôle ça sera d'être vraiment derrière en soutien pour être sûr qu'au moindre problème le bateau pourra quand même courir. Et puis après ça, en fait, j'aurai plus un objectif un peu solo où je vais continuer à ramener en skiff et je vais par exemple faire la Coupe du Monde de Lucerne en skiff, peut-être la 3e manche de Coupe du Monde qui est celle de Poznań en skiff. Et si le bateau se qualifie, ce que j'espère parce que je pense qu'ils ont largement le niveau, je serai également remplaçant sur les Jeux normalement et peut-être je ferai également les championnats du monde non olympiques au Canada également en même temps que là. Ok, d'accord. Bon, super programme en tout cas pour vous deux. C'est super en tout cas d'avoir pu échanger à ce niveau-là et puis découvrir tout le monde de la compétition et de l'aviron et surtout de savoir que ces sportifs de haut niveau s'entraînent ici juste à côté et nous proviennent de l'entente nautique d'Aix-les-Bains. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Merci Stéphane pour toutes ces belles informations et ce club qui tourne incroyablement bien avec de beaux sportifs qui performent au très haut niveau. Merci de nous avoir reçus effectivement pour parler de notre pratique et on vous invite à venir nous rejoindre dimanche sur la plage du rowing pour la régate traditionnelle du club et puis effectivement de suivre nos athlètes au quotidien. Effectivement sur les réseaux sociaux on est assez bien fournis sur notre site où on peut les suivre et les encourager pour qu'ils aboutissent effectivement à réaliser leurs rêves effectivement on va dire d'olympisme. Ok, oui, effectivement, on peut que vous inciter en tout cas à aller les suivre. Merci Fleur en tout cas pour toutes ces belles impressions et puis bonne chance pour la suite surtout. Merci beaucoup, merci à vous de faire connaître notre sport. C'est vraiment sympa et merci à vous tous. À bientôt, j'espère. Ça fait toujours plaisir. De toute façon, c'est l'ADN de l'émission 9-2 Parté, faire découvrir un peu tous les sports et tous les clubs qui pratiquent et qui font de belles performances dans le bassin aixois et plus encore. Merci Baptiste d'être avec nous et d'avoir été avec nous au téléphone. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci à vous, merci pour l'invitation, c'était un plaisir et puis à bientôt sur Aix-les-Bains peut-être. Merci beaucoup, mais à bientôt sur le lac. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac pour l'émission 9-2 Parté. On vient de terminer avec l'entente nautique d'Aix-les-Bains. Grosse page aviron. Là, on a même débordé un petit peu sur le temps. Il y avait plein de choses à dire, notamment sur ces beaux championnats d'Europe et ces belles performances des rameurs aixois. Je sais pas ce que tu en as pensé, Laurine, mais là, on avait du gros niveau et puis surtout de super histoires à raconter. Ah ouais, riche en infos. Non, moi, ça m'a beaucoup plu, surtout quand on voit l'engouement qu'ils ont, notamment les deux rameurs et rameuses qu'on a reçus. Ça fait plaisir de voir ça dans le sport. Et puis c'est surtout plein de petits aspects de l'aviron qu'on soupçonnait pas trop et des fonctionnements qui sont quand même super intéressants. Donc honnêtement très content de les avoir reçus et au plaisir de les recevoir à nouveau. On va poursuivre donc cette émission avec notre deuxième sujet du soir. On va parler d'un des plus grands clubs savoyards. Ce soir on reçoit le SOC Rugby et pour cela on accueille parmi nous un joueur de l'équipe première. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. J'espère que on t'a pas trop fait traîner avec la partie d'avant qui a un peu duré. Non, ça va, c'était intéressant. Oui, exactement. On a pu voir pas mal de choses sur l'aviron, mais maintenant on va parler rugby. Donc toi, tu es Bastien Raymond, tu joues donc arrière central au SOC et tu es venu nous parler ce soir de la belle saison de ton club. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est super cool d'être libéré, pour parler rugby et surtout du SOC de ton club. Donc pas de souci. Pour commencer, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, de ton parcours et comment est-ce que tu as commencé à faire du rugby toi ? Alors moi j'ai commencé le rugby à Montmélian à l'âge de 4 ans et demi. C'est venu un peu naturellement parce que mon père, mon grand-père,
mon grand frère c'est un peu une histoire de famille, ont tout joué pour Montmélian. Du coup, j'ai été amené très jeune sur les bords du terrain et puis en fait après j'ai jamais arrêté. D'accord, ok. Aujourd'hui, par contre, tu es membre de l'équipe première du SOC et tu viens même de re-signer pour 2 ans jusqu'en 2026. Félicitations. Merci. Ouais, c'est ça. J'ai signé là il y a pas longtemps et je suis parti au SOC à l'âge de 16 ans ou 17 ans. J'ai rejoint l'équipe junior et puis maintenant je suis avec les pros. Non, c'est génial. Puis notamment tu disais que tu venais de Montmélian. On va faire juste un petit coucou quand même pour Montmélian, un club de la bordure de Savoie qui finit sa saison avec l'équipe première en tête de leur classement. Encore une fois une superbe saison, pas vaincu comme la saison dernière, mais eux aussi sont qualifiés pour la prochaine partie de la saison et les barrages. Donc on leur fait un petit coucou. Moi j'aimerais savoir un petit peu maintenant qu'est-ce qu'elle représente pour toi justement cette prolongation et cette aventure qui continue au sein du SOC Rugby. Pour moi, c'est très bien parce que ça me permet de rester dans un club qui m'a aussi formé après Montmélian et de rester un peu dans mon cercle familial et dans la région où j'ai grandi. Donc en plus du sportif, de me battre pour les couleurs savoyardes du SOC, c'est quand même un vrai plus. Ok. Moi maintenant j'aimerais un peu savoir comment est-ce que tu te sens au sein du SOC, comment c'est la vie de rugbyman à Chambéry? La vie de rugbyman à Chambéry, c'est beaucoup d'entraînement. C'est du coup on s'entraîne tous les jours, tous les matins. On a une double journée dans la semaine, donc c'est-à-dire qu'on s'entraîne le matin et l'après-midi. Ensuite on a 2 jours de repos à peu près par semaine. Et voilà, avec des déplacements plus ou moins longs le week-end. Donc on va jouer le vendredi ou le soir, ou le samedi après-midi ou le samedi soir. Et voilà un peu le déroulement de nos semaines. Et comment ça se passe un petit peu l'entraînement en équipe première? Qu'est-ce que vous faites généralement? Comment ça s'organise? Donc les entraînements, c'est souvent on arrive avec une réunion d'équipe. Donc on parle un peu de stratégie. Donc on parle du match qui vient d'être effectué. On voit nos erreurs et ce qu'on a bien fait en vidéo, du coup tous ensemble. Ensuite on a de la musculation. Donc tous les jours on a de la musculation avec de la vitesse aussi pour nous préparer à ce qui va se passer le week-end. Après on a des temps donc en séparé où les arrières sont d'un côté et les avants qui sont dans la mêlée sont d'un autre côté. Et puis après, on a des entraînements collectifs où là, on va être tous ensemble et on travaille différentes choses. Ok. En fonction de l'adversaire que vous allez jouer le week-end, qu'est-ce que vous faites un petit peu de la préparation avec de la vidéo? Comment est-ce que vous fonctionnez? Ouais, c'est ça. On fait beaucoup de vidéos, donc on décortique le jeu de l'adversaire. Donc les entraîneurs nous envoient des vidéos déjà en amont de la semaine, avant que la semaine débute. Donc on a une application pour les regarder. Mm-hmm. Et ensuite on va en vidéo et là du coup on décortique tout ce que l'adversaire fait, que ce soit offensivement, défensivement, sur leur stratégie. Et après on adapte la nôtre en fonction de ce qu'ils font. J'avais simplement oublié d'introduire Driss qui nous a rejoint dans l'émission ce soir et qui avait une petite question pour toi justement. Oui, je voulais te parler du coup félicitations aussi pour ta prolongation et je voulais parler un peu aussi du nouveau stade municipal. Est-ce que tu es content de l'avoir pour ces prochaines années et l'engouement que ça amène? Comment tu le vois d'un bon œil, j'imagine? Ouais, c'est ça. Le nouveau stade municipal, c'est un vrai plus pour nous. C'est un outil que pas beaucoup de clubs de national ont. Donc c'est sûr que c'est un vrai plus. Et en plus, le club a fait un vrai travail pour ramener du monde et créer un engouement qu'on n'avait pas la saison dernière et les saisons précédentes au Stade Magère. Et après, forcément, les résultats ont joué en notre faveur aussi. Mais c'est sûr que d'avoir du monde qui vient nous supporter et un stade plein, sur les derniers matchs, un stade plein qui pousse derrière nous, c'est sûr que ça fait la différence. Et pour nous, pour toute la semaine d'être sur un terrain synthétique et d'évoluer dans ce stade, c'est sûr que c'est très différent de ce qu'on a connu les années précédentes. Et c'est un énorme pas
pour la structuration du club. C'est clairement le 16e homme. Oui, c'est ça. C'est ça. On a la chance d'avoir un gros public et c'est sûr que c'est le 16e homme. Ouais. Et les sensations par rapport au stade en herbe, en synthétique, quelles sont les différences un peu? Toi, tu préfères lequel des deux? Alors moi, personnellement, je préfère le synthétique. C'est au niveau des appuis? Ouais, j'aime bien les deux, mais ouais, c'est sûr qu'au niveau des appuis, en fait, le synthétique, ça va favoriser la vitesse du jeu, la vitesse des appuis. D'accord. Du coup, tout va plus vite sur synthétique. Et on dépend un peu moins de la météo, j'ai envie de dire, parce que même s'il pleut toute la journée, bah le ballon sera humide quand il tombera par terre, mais ça changera moins de choses que si ça pleut toute la journée sur un terrain en herbe, parce que du coup le terrain sera boueux. Et pour moi qui joue derrière, qui m'appuie plutôt sur la vitesse, tout ça, c'est sûr que c'est mieux de jouer sur synthétique. D'accord. Ok. Toi, on sait, t'as 20 ans, donc tu fais encore un petit peu des études. Comment est-ce que tu fais pour lier ta carrière et puis justement ta formation? Alors moi, je suis complètement à distance au niveau de mes études. Okay. Je suis à l'INSEC au Bourget-du-Lac. Je suis complètement à distance. Du coup, je m'entraîne le matin et l'après-midi, ça me laisse un peu de temps pour bosser mes cours, en sachant que j'ai aussi monté une entreprise d'événementiel à côté qui s'appelle All One Groups pour les entreprises. Donc on fait des séminaires, des réunions pour les entreprises, et donc j'ai essayé de jongler un peu entre ces activités. D'accord. Maintenant parlons un petit peu de la saison en elle-même, de vos résultats en championnat pour le SOC. Vous évoluez actuellement en National 1, et donc vous terminez à cette 6e place qui vous permet de vous qualifier pour cette phase de barrage. Ouais, c'est ça. C'était clairement l'objectif du club. On a loupé la saison dernière la qualification de peu, et là cette année on rentre dans les 6. Mais c'est pas une fin en soi, parce que l'objectif c'est bien sûr d'aller le plus loin possible avec notamment cette finale qui se jouera à Chambéry. Mais ouais, c'était vraiment l'objectif cette saison, et on est en train de réaliser une bonne saison, donc on continue de travailler pour que ça dure. Ok, donc en soi là c'est la deuxième partie de la saison qui commence maintenant avec cette poule de barrage composée d'Albigeois, du Stade Niçois, de l'US Carcassonne, du RC Narbonnais, du CA Périgueux Dordogne et du RC Suresnes, et bien sûr avec le SOC Rugby. Comment est-ce que vous avez réagi avec le groupe à l'annonce de cette poule avec toutes ces équipes présentes à l'intérieur? En fait, ça sera pas une poule, c'est du coup là c'est un peu comme un quart de finale. Ah d'accord, donc, ok. En fait, les deux premiers vont directement en demi-finale. Okay. Le troisième reçoit le 6e, donc Carcassonne nous reçoit. Okay. Et Albi reçoit Suresnes. Donc là, les deux vainqueurs iront à Narbonne et à Nice. Donc là, nous, pour être simple, si on gagne à Carcassonne, on jouera contre Narbonne la semaine d'après à Narbonne. Ok, d'accord. Et le match, c'est quand exactement? C'est samedi soir à 19h. Ok, donc à Carcassonne du coup. Ok, à Carcassonne. Bon, le déplacement du coup, comment vous le jugez avec l'équipe? Ça va être tendu ou vous êtes confiant? Forcément, c'est un match de phase finale, donc ça va être un match compliqué, parce que là les taux se resserrent. On sait que les 5 équipes qu'on peut jouer, ça sera ce qui te fait le mieux dans la poule. Après, je pense que on les a déjà toutes jouées. On a gagné contre la plupart, et on a aussi confiance en nous. Donc, on va aller à Carcassonne pour faire un résultat, bien sûr, parce que c'est l'objectif. Okay. Mais on sait que ça sera compliqué, et on va tout donner pour faire le meilleur match possible. Et toi, comment tu abordes justement personnellement ces matchs à pression? Comment est-ce que tu te prépares mentalement? Moi, mentalement, ça va être ma première phase finale depuis que je suis en senior. J'en ai joué une quand j'étais en cadet à Montbéliard, mais depuis j'en ai pas rejoué. Donc moi déjà c'est beaucoup d'excitation. Après j'ai travaillé pour ça, pour jouer des matchs comme ça. On travaille comme ça tous les jours. Donc moi c'est beaucoup de concentration, d'excitation. Et l'envie de me surpasser pour voilà, essayer d'aider l'équipe au maximum pour aller chercher ce résultat. Ok.
justement cette fin de saison, j'imagine qu'elle est remplie d'ambition. Qu'est-ce que ça représenterait pour le club justement si vous arriviez à monter d'un échelon? Pour le club, ça serait historique parce que Chambéry a joué des phases finales pour monter, mais a jamais réussi à passer à l'échelon supérieur. Déjà sportivement, et ensuite il manquait le stade parce que le stade n'était pas l'ancien municipal homologué, ne répondait pas aux attentes de la fédération pour monter en Pro D2. Donc maintenant qu'il est là, c'est clairement l'objectif du club à moyen terme. Donc si ça arrivait cette année, ça serait incroyable pour le club et pour moi encore plus. J'ai envie de dire, pour moi, ce serait incroyable aussi, car monter en Pro D2 avec à côté, ça serait magique. Ah bah c'est clair, là vous avez toutes les cartes en main maintenant. Tu reparlais du stade justement. Comment est-ce qu'elle se passe la cohabitation avec le CSF pardon? Nous on les voit pas parce que on s'entraîne le matin et l'après-midi, mais quand on nous en parle pas et en fait on les voit quasiment jamais. Ok, et vous arrivez à faire 100% des matchs au stade municipal où il y a des fois où... Ouais. Ok. Ils sont favoris. Non, on joue tous nos matchs au municipal. Ouais. Ok. Parce qu'il me semblait au début qu'il y avait cette histoire justement que c'était un stade pour le football à la base et que le rugby irait faire ses plus gros matchs, mais au final vous avez fait toute la saison là-dessus. Non, je crois que c'était le contraire. C'était le stade pour le rugby et justement le foot a fait quelques matchs, mais nous on est vraiment tout le temps dessus. Ouais. Ok, super. En termes d'infrastructure, ça vous change la vie quand même par rapport à Magère, et puis vous êtes plus proche du centre, c'est plus facile pour vous d'attirer, on va dire, l'attention du public chambérien. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qui vient. Je sens, nous les joueurs, on sent qu'il y a vraiment de l'attrait pour le rugby qui commence à se développer à Chambéry. Il y a plein de personnes qui sont jamais venues voir un match de rugby, qui viennent cette année au départ pour voir le stade, et puis en fait quand elles viennent, elles aiment bien l'ambiance, elles aiment bien ce qui se passe sur le terrain, et du coup elles reviennent, elles en parlent à des connaissances, et au final ça fait que maintenant il y a de plus en plus de monde et qu'on espère que ça va continuer comme ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu aurais un message à faire passer justement avant ce match hyper important pour votre saison de la part du SOC et puis de l'équipe première? Continuez de nous suivre et on va essayer d'aller le plus loin possible pour pourquoi pas jouer cette finale à Chambéry. Voilà. C'est clair que ce serait vraiment incroyable de pouvoir venir sur place et puis suivre une finale à Chambéry, avec Chambéry justement en position sur le terrain pour aller remporter le titre. Donc on vous souhaite que le meilleur, et puis bonne chance pour votre match de samedi. Merci. Merci beaucoup Bastien d'être venu avec nous, et puis voilà, bonne soirée à toi. Prépare-toi bien. Merci à vous de m'avoir invité. Non, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. On voulait avoir le rugby de Chambéry depuis un petit moment dans l'émission, donc merci beaucoup d'être venu nous expliquer un petit peu l'ensemble de votre saison. Avec grand plaisir. Merci. Bonne soirée à toi. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve après une page rugby comme celle-ci, quand même, on peut prendre le temps de souffler un petit peu. Je pense que elle est quand même assez belle, et puis la saison va prendre un tournant, je pense, samedi, et on espère une belle victoire. Petite pause musicale sur Radio Grand Lac et on se retrouve tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac pour cette dernière partie de l'émission 9 de 1 partez. On vient de terminer avec le SOC Rugby et Bastien Raymond qui est venu nous parler des super résultats et puis de la grosse échéance à venir pour le SOC Rugby. Ce match qui aura lieu samedi, ce gros déplacement des Chambériens, et encore une fois, on leur souhaite le meilleur et une belle victoire. On va terminer l'émission comme d'habitude avec les chroniques, les chroniques de Driss. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait la petite confusion. Les chroniques de Driss et Justine, avec Justine d'abord qui va débuter, et elle voulait nous parler un petit peu d'une superbe initiative d'un grand skieur français, et ça se passait à Val d'Isère.
Oui, le week-end dernier a eu lieu la première édition de la Red Bull Alpine Park, une course de ski qui mêle slalom et slopestyle. Imaginé par le skieur de l'équipe de France Clément Noël, il voulait réunir l'élite mondiale du ski alpin pour une expérience spectaculaire et inédite. Et tout ça à Val d'Isère. Et c'est chose faite. La compétition réunissait des quatuors mixtes formés de skieurs et skieuses de Coupe du Monde alliés à des rookies hommes et femmes pour s'affronter dans des duels qui ont été spectaculaires. Exactement. À la fin du week-end, c'est Alex Vinatzer, Emma Eché, le Haut-Savoyard Léo Koppel et la Savoyarde Cléo Chalamel qui finissent sur la première marche du podium. C'était un très beau week-end autour du partage qui réunissait des belles disciplines au niveau du ski. Je sais pas si quelqu'un a pu y faire un tour, mais ça avait l'air franchement pas mal. Hein. Non, pas faire un tour, mais en tout cas, j'ai bien suivi sur les réseaux sociaux. Très très impressionnant cette première, en tout cas, compétition. Toujours Red Bull en soutien quand il s'agit de faire des super compétitions, des super rendez-vous. Et puis pour le ski alpin, en tout cas, c'était quelque chose d'inédit. Un super parcours inspiré des exploits de Clément Noël. Donc franchement, un super rendez-vous qui a eu lieu et puis qu'on espère retrouver chaque année à partir de maintenant à Val d'Isère. Maintenant, tu voulais nous parler un petit peu sport mécanique et rallye automobile. Oui, c'est ça. Le week-end prochain aura lieu un bel événement autour du sport automobile. C'est la 19e édition du rallye du Beaufortin qui est un parcours de 120 km. En une seule étape et 3 sections. Il comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur de 39 km à peu près chacune, disputées sur toute la journée de samedi, du coup, le 4 mai. C'est un rallye qui comptera pour la Coupe de France des rallyes. Et donc, c'est encore une belle occasion de venir sur les bords de route pour passer un bon moment avec ses proches autour d'une belle course automobile locale. Donc, on verra si Radio Grand Lac ira y faire un tour. Bah moi j'ai encore jamais fait de rallye et plus ça va, plus je m'intéresse en tout cas au sport automobile. Il faut juste qu'il y ait du beau temps pour ce week-end, mais en tout cas ça fera plaisir. Ça fera plaisir d'entendre de bons moteurs, de voir de belles autos, que ce soit les plus récentes ou des beaux modèles historiques. En tout cas, ça se passe ce week-end. Et pour terminer, un autre rendez-vous et cette fois-ci tourné vers la planète. Plus on essaye d'équilibrer un petit peu avec le rallye. Une belle course qui va se passer à Chambéry. C'est ça, il va falloir faire un choix entre le rallye et la foulée verte samedi, qui est un beau défi à réaliser en binôme. L'objectif, c'est de réaliser le plus de fois le parcours qui fait un peu plus d'1 kilomètre en 1 heure à travers des sentiers, les sentiers naturels du parc de Buisson-Rond. Donc si vous ne voulez pas courir, c'est possible. Il y a aussi une randonnée de 6 km qui vous attend, où vous pourrez tout autant profiter de ce parc et de la nature. Et il y aura des animations et des activités éco-responsables pour en apprendre un peu plus autour de ce sujet qui est si important. Le départ de la rando se fera à 10h30 et celui de la course à 11h. Et la fermeture des inscriptions, c'est ce soir à minuit. Donc il reste 5 petites heures pour vous inscrire, donc profitez-en. Ben voilà, écoutez... Maintenant, faites votre choix, j'ai envie de vous dire. Merci Justine pour cette belle chronique. Et puis, on va passer avec toi, Driss. Là, on va parler tout d'abord de football, du FC Annecy, et puis d'un match absolument dingue qui a eu lieu le week-end dernier. Après avoir mené 3-0 au bout de 6 minutes, on pensait que le match était réglé. Malheureusement, le match s'est un peu éteint, ils se sont regardés, et à l'heure de jeu, les Corses sont revenus à 3-2, et on a même subi un carton rouge à la 88e. Yohan de Mancy a été expulsé et le joueur formé au PSG, on s'est fait peur, mais Annecy reprend sa marche en avant parce que ils avaient subi 2 défaites de suite, ce qui les avait stoppés dans leur course au maintien avec 5 victoires juste avant. Mais voilà, ils sont 15e à 5 points du premier relégable, donc ça sent bon le maintien, donc ça fait plaisir pour Annecy. On a juste un peu de regret parce que avec cette fin de saison, on aurait clairement pu jouer le haut de tableau si ils avaient commencé à jouer aussi bien dès le début de saison. On prend et puis on a plein d'espoir pour l'année prochaine. Annecy est capable, donc on l'enregistre, on le met en coin de notre tête et on espère pour l'année prochaine.
Ah bah, je sais pas toi, mais moi, franchement, en regardant le score, je vois 3-0 au bout de 6 minutes, j'étais incroyable, super entame de match des Annéciens, et ça finit à 3-2, donc c'était chaud, mais surtout que ils reviennent à 3-2 à l'heure de jeu, ça reste une 30 dernières minutes assez dur à gérer, mais ils ont tenu, c'est aussi le symbole de leur nouvelle optique, et puis bien plus solidaire et bien plus les rentrants étaient concernés, ça a permis à Annecy de maintenir le score. Ouais, bien plus compétitif, exactement. Donc, belle victoire du FC Annecy. Puis maintenant, on parle un petit peu du Chambéry-Savoie Football, justement. Ouais, 5 matchs sans défaite pour nos Chambériens et une victoire au Stade Magère face à Limonest. Le sort de nos Chambériens est pratiquement réglé. Ils seront mathématiquement minimum 3e s'ils prennent un petit point. Ils peuvent espérer une seconde place parce que la Duchère a fait de mauvais résultats ces derniers temps. Il y aura une finale d'ailleurs contre la Duchère. Lors de la dernière journée, mais pour ça il faudra aller s'imposer contre la réserve de Lyon. Donc un match encore à haute tension entre le 3e et 4e, mais je pense pas que la réserve peut aller chercher la 3e place. Mathématiquement c'est presque joué. Il faudrait juste un point pour le Chambéry d'avoir ce podium très encourageant après une saison dernière très dure où ils se sont maintenus de justesse et même avec des décisions de la DNCG, pardon. Donc je suis ravi pour notre club noir et jaune, et voilà, on espère l'année prochaine une meilleure saison et pourquoi pas viser cette première place. Tout le mérite aussi à Saint-Priest qui a fait une énorme saison et qui a su faire la diff avec la Duchère et monter en N2. Exactement. Belle saison de nos Chambériens, et on essaiera de les retrouver d'ailleurs sur l'émission d'ici à la fin de la saison pour parler de cette magnifique épopée en championnat et de ces bons résultats qu'ils ont là et qu'ils enchaînent encore et encore. Un petit peu de football, on termine avec Aix. Une victoire qui rebooste. C'est vrai que sa saison était très dure, très longue pour nos Aixois, mais une victoire 5-0 qui a régalé le public aixois le week-end dernier. Donc ça fait plaisir. Et puis le coach Eslassi a vraiment été content de ses joueurs. Il a parlé de plans de jeu respectés, des consignes qui ont été mises à exécution lors de ce match. Et on voit tout de suite quand les consignes sont respectées, une belle victoire qui redonne vraiment beaucoup d'espoir à Aix. Et puis malgré que leur saison est un peu terminée, ils se maintiennent. Et puis l'année prochaine, on pourra voir un peu plus haut. C'est vrai que je pense que leur niveau est au-dessus de la R1 et on espère plus pour eux. Il faudrait qu'ils remontent, et puis ce qui est surtout bien, c'est que on fait un week-end à 3 victoires. Je sais pas si c'était déjà arrivé depuis le début de l'année. Donc nos 3 clubs locaux qui font victoire. Exactement, très très belle semaine. Maintenant on va parler de choses un peu moins un peu plus tristes. Exactement, c'est malheureusement le hockey de Chambé. On s'était quitté vraiment optimiste avec une balle de match il y a 2 semaines. Malheureusement le Nantes a su renverser cette finale. Chambéry menait 2-1. Et c'est incliné en prolongation à la patinoire de Chambéry. Donc on avait une balle de match à 3-3. Malheureusement, ça a mis un trop gros coup derrière la tête de nos Chambériens, de nos éléphants. Et après ils ont dû jouer ce match 5 à Nantes, qu'ils ont largement perdu 5-2. Très triste pour nos Chambériens qui ont su faire un parcours héroïque en play-off. Mémorable. Le 2e et le 3e de la saison régulière, et je pense que les saisons à venir, on espère un projet économique fiable, et puis une continuité au niveau du coach et de ses joueurs, parce que on les avait reçus et on les avait vus très soudés, chacun sûr de ce qu'ils font sur le terrain. Exactement. Avec une mentalité offensive, et ça on aime du côté de Chambéry. Ça leur a permis de faire une saison très très stable. Et puis d'aller chercher aussi des performances que on n'espérait pas en début de saison, notamment cette demi-finale de Coupe de France. Donc ravi de leur parcours, un peu triste sur la fin quand même, parce que ils auraient pu faire mieux. On sait que une finale ça se gagne, mais très bien. Exactement, ils ont tout donné, et ça on peut pas leur enlever. On les a suivis tout du long, on les a supportés à fond. Exactement. Et ça va pas au bout, mais en tout cas cette belle finale montre que la saison était d'un très très gros niveau, et encore bravo au hockey de Chambéry, aux éléphants. Un petit mot de basket maintenant avec Aix-Maurienne.
Aix qui valide enfin son maintien en Pro B après un début d'avril catastrophique, 3 défaites de suite, mais ils se reprennent avec 2 victoires contre l'Alliance Sport Alsace et Lille de 3 points. Donc 2 victoires assez serrées. Les 2 derniers matchs seront là pour clôturer cette saison timide et moyenne avec des hauts et beaucoup de bas. On sait que Aigues-Morlaix se fait peur souvent dans ces dernières saisons, mais se réveille au bon moment. J'espère que ils auront d'autres optiques et viseront les playoffs l'année prochaine, parce que je pense que éternellement, si on se fait peur autant, on pourra se faire surprendre et descendre une saison. Donc on l'espère pas du tout pour nos Aixois. Et donc une fin de saison avec 2 matchs pour essayer des choses notamment, et puis une saison prochaine on espère qu'il pourra promettre un meilleur parcours. Exactement, de meilleurs résultats. À l'occasion, pourquoi pas, de lancer des jeunes ou de tester exactement de nouvelles choses. C'est vrai que mentalement, ça doit être dur d'enchaîner 2 saisons comme ça à jouer le maintien, et pour la confiance des joueurs, pour le mental, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. On leur souhaite plutôt d'aller jouer le haut de tableau et les playoffs, mais bravo pour ce maintien malgré tout pour Aigues-Morlaix. On termine avec un mot de handball et la team Chambé. Exactement, après le bon nul au phare face au Grand Montpellier, 3e de Star League, les jaunes et noirs sont allés s'imposer à Dijon. Ils se replacent à la chasse de Toulouse, dernier qualifié pour les places européennes. 5 points derrière, plus 4 matchs qui restent, donc tout est possible. On l'espère vraiment pour nos Chambériens qui peuvent aller chercher quand même une place européenne. Ça va être serré, mais c'est possible. Toulouse, on les affrontera justement le 24 mai, mais avant, il y a un déplacement à Nantes, 2e et meilleure défense de la Star League. Donc des matchs durs, mais la réception de Saran-Loiret qui joue le maintien, donc aussi des matchs compliqués qui jouent leur survie en première division. Exactement, là ça peut-être être la fin de saison magique du côté du hand de Chambé. On leur souhaite de se qualifier pour cette Coupe d'Europe, parce que quand c'est comme ça, de faire un mauvais résultat en début d'année, on les avait suivis, et se faire éliminer un peu tôt en Coupe d'Europe, et puis de faire une saison où après on se requalifie pas, ça aurait été compliqué. Aussi, exactement. C'était sorti très tôt. C'est vraiment, ce serait une belle récompense après un début de saison compliqué, et là, s'ils enchaînent bien en fin de saison, on peut avoir quelque chose de beau. Merci Idriss pour cette belle chronique. Merci à vous 3 de m'avoir accompagné. Merci à nos invités d'être passés, et puis d'avoir partagé encore une fois cette belle passion de leur discipline et du rugby et de l'aviron pour ce qui était de notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis, tous nos auditeurs, pour cette nouvelle édition de 9-2 Imparté. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac, où que vous soyez.